Bonjour à tous, je propose que nous démarrions. Bienvenue à cet atelier Milliman. Nous allons vous parler d'innovation aujourd'hui comme moyen et opportunité pour faire face aux challenges qui sont ceux du secteur et des actuaires, et ce dans un contexte évidemment de crise. Nous articulerons notre présentation autour de 3 axes. Dans un premier temps, je vous présenterai un panorama de thématiques avec des enjeux métiers sur lesquels des innovations sont mises en œuvre. Puis Rémi Bellina, notre lead data scientist, vous présentera des moyens offerts par la boîte à outils analytiques qui peuvent être leveragés pour faire face à nos défis. Enfin, Elliot Prada, qui est consultant PNC chez Milliman, présentera un état des lieux des enjeux du risque cyber et des approches pour aborder ce sujet en termes de connaissances et de mesure des risques. Dans notre première partie, je présenterai en quoi l'innovation peut répondre aux challenges des actuaires et plus largement à quelques-uns des défis du secteur. Si on regarde un petit peu le panorama des défis des actuaires, évidemment en 2020 et 2021, ces défis ont été impactés par la crise que nous affrontons. Certes, il y avait déjà des défis existants, mais certains ont été accélérés par ce contexte de crise Covid. Alors, de quel défi s'agit-il? Un accroissement des volumes de production pour les actuaires et de manière générale, au-delà des actuaires, pour les fonctions de pilotage, de contrôle des compagnies. Cet accroissement de volume de production est une tendance largement constatée sur ces dernières années avec des productions, des analyses chiffrées toujours plus nombreuses. Par ailleurs, on note une exigence de pilotage d'indicateurs complexes. Le ratio solvabilité 2 est un bon exemple. Comment le piloter en infra-annuel, mais au-delà du ratio solvabilité 2, toute une batterie d'indicateurs de performance qu'il convient de piloter. Évidemment, le resserrement des délais est également un challenge avec des contraintes de délai de production qui seront d'autant plus fortes avec l'arrivée d'IFRS 17 et ce, je dirais, dans un contexte réglementaire qui est en évolution continue. Donc, évidemment, il y a IFRS 17 qui mobilise énormément les équipes, mais il y a également des points d'attention des régulateurs sur les risques climatiques. Il y a eu des stress tests réalisés en 2020 par la CPR sur le risque climatique, des travaux de l'EIOPA sur la prise en compte du changement climatique dans l'ORSA, donc, et les risques cyber sur lesquels la CPR va renforcer les contrôles. Donc, un environnement et un contexte réglementaire en constante évolution qui constitue également un défi. En parallèle de ces productions, de cette je dirais, complexité, le secteur doit aussi faire face à des évolutions métiers et du dispositif de risque qui étaient déjà en marche, mais dont certains ont véritablement été accélérés par la crise Covid. On en a déjà un petit peu parlé, la nécessité de s'adapter aux évolutions de la structure de risque, avec notamment le risque cyber, Elliot en parlera par la suite. Il y a également l'accélération des projets de digitalisation et qui impactent les actuaires via les produits, la distribution, le process de tarification, la souscription avec une volonté de simplifier le parcours client. Également des nouveaux besoins d'assurance avec la nécessité de s'adapter, je dirais, aux besoins des clients. Quelques exemples pour illustrer ces nouveaux besoins. Le développement, souvent avec des partenaires par les compagnies de services en amont et en aval de l'offre assurantielle, par exemple en santé ou en dommages, autour de la prévention, mais aussi sur l'accompagnement des parcours des assurés. Un autre exemple, l'assurance à l'usage, par exemple en auto, avec une demande de ce type d'approche qui semble croissante suite à la crise Covid, avec les périodes de confinement où les véhicules sont restés au garage. Donc, on a cette montée, on semble avoir cette montée en puissance de la demande autour de l'assurance à l'usage. Et puis, il y a aussi tout le sujet sur les nouvelles couvertures ou les adaptations des couvertures à apporter pour s'adapter aux changements concernant les risques. Et là, je fais aussi référence au changement climatique, mais aussi au risque cyber et à la pandémie. Donc, face à l'ensemble de ces défis, se développe donc un certain nombre d'innovations que je vais vous présenter dans cette slide.
d'innovation portée par le développement de nouveaux outils, de nouvelles approches, de nouvelles technologies, de techniques de modélisation et également par les accès facilités aux données internes, mais également aux données externes. Donc là, on vous présente quelques processus clés de la chaîne de valeur de l'assurance pour illustrer ces innovations. Ces innovations ont plusieurs types d'objectifs. L'amélioration de la connaissance des risques, la croissance du chiffre d'affaires, l'amélioration du ratio combiné, des gains d'efficacité opérationnelle. Donc, sur les différentes thématiques qu'on vous présente ici, un premier sujet, la gestion des sinistres. Sur la gestion des sinistres, en termes d'innovation, on voit la capacité offerte par les techniques de modélisation qui permettent de compléter les approches actuelles et les approches classiques sur le provisionnement, par exemple par le développement de techniques de provisionnement individuelles ou le développement de modèles prédictifs sur les sinistres. Et dans les modèles prédictifs, maintenant, on peut intégrer l'analyse d'éléments textuels, par exemple des compléments d'informations saisis par les gestionnaires de sinistres dans les bases sinistres, qui peuvent être collectés et intégrés en variables de modèles via l'utilisation de techniques de Natural Language Processing. Concernant la gestion de sinistres également, il y a évidemment tout le volet qui avait largement démarré il y a quelques années sur l'automatisation de cette gestion, l'automatisation du traitement des emails clients avec la compréhension de leur contexte via l'utilisation de techniques OCR et l'orientation automatique en fonction de ce contexte, par exemple sur les bons gestionnaires de sinistres. Donc, ces techniques combinées avec de la robotique ont permis à certaines compagnies très clairement d'automatiser le traitement de millions d'emails annuels. Une autre thématique sur laquelle il y a beaucoup d'innovation, et je dirais que sur ces sujets-là, ça a démarré il y a déjà un certain nombre d'années, concernant la distribution et le marketing, l'utilisation de la donnée client et des techniques de scoring pour être en mesure de définir des niveaux d'appétence pour certaines offres, par exemple, ou pour anticiper des comportements comme la résiliation. Ça, ce ne sont pas des sujets nouveaux, mais les travaux sur ces thématiques-là se poursuivent. Une autre thématique, la tarification et la souscription. Concernant la tarification spécifiquement, on voit qu'il y a plusieurs enjeux sur lesquels des innovations viennent apporter des réponses. Premier enjeu, la nécessité de simplifier le processus de tarification en termes d'établissement de la prime pure pour être plus réactif et réduire le temps de production de ces tarifs qui peuvent s'appuyer aujourd'hui sur des outils et des processus complexes, le tout sans dégrader la qualité du modèle de pricing. Donc ça, on voit beaucoup de compagnies qui travaillent là-dessus, soit en développant des solutions en interne, soit en allant chercher des solutions développées par des startups. Donc ça, c'est notamment le cas, par exemple, de Accurate qui propose une solution pour répondre à cet enjeu. Un deuxième point, la volonté d'intégrer des données externes pour comparer son tarif à la concurrence, mais aussi pour mettre en perspective l'évolution de ce tarif par rapport à des données de marché, par exemple l'évolution des coûts de réparation, la fréquence des événements climatiques. L'objectif étant de préparer des décisions annuelles sur la tarification en considérant de nouvelles données, en se positionnant par rapport à la concurrence et en préparant les argumentaires d'évolution des tarifs à destination des distributeurs. Donc, ça, c'est un des enjeux aussi sur lequel la data peut apporter énormément et l'analytique, la visualisation peut apporter énormément. Troisième enjeu autour du pricing, le développement de modèles d'élasticité plus complexes qui sont rendus possibles par la capacité à réintégrer dans les modèles des données portant sur le comportement des assurés par rapport au positionnement, par rapport au prix. Concernant la souscription, beaucoup d'enjeux portent sur la simplification du processus de souscription pour les distributeurs, mais aussi pour les clients. Donc, pour les clients, évidemment, les projets de simplification de questionnaires, l'utilisation de données externes, notamment pour les souscripteurs, des simplifications, enfin des approches de scoring des risques qui permettent d'accélérer la sélection du risque et donc le processus de souscription. Donc ça, c'est un sujet aussi à fort enjeu et qui est d'actualité pour les compagnies. Quatrième thématique, la modélisation avancée des risques. Donc là, je parle de la mesure des risques biométriques et financiers qui bénéficient également des avancées en termes de modélisation, notamment avec l'accès à toujours ces nouvelles sources de données ou de sources de données très diverses. Donc, par exemple, la Human Mortality Database pour la mortalité, c'est
un exemple qu'on peut donner. Et puis également beaucoup de choses qui peuvent se faire sur le volet qualité de données, qui a toujours été un challenge pour travailler sur ces risques biométriques ou ces risques financiers, et où de nouvelles approches issues des modélisations de data science permettent de scorer les anomalies dans les données, de proposer des mesures correctrices. Donc, tout ce volet autour de la qualité de données qui est exploité sur la modélisation avancée des risques. Dernière thématique voilà, qui nous a paru intéressant de partager avec vous, qui est toute cette thématique autour de l'industrialisation, l'automatisation des process de traitement, d'analyse, de validation et de reporting de données complexes, quelles qu'elles soient. Sur ces sujets, Rémi reviendra dessus, mais l'utilisation d'outils, de solutions de visualisation sont extrêmement intéressantes, y compris l'utilisation d'algorithmes qui, encore une fois, permettent d'identifier, par exemple, des variables clés explicatives du comportement d'un indicateur. Et donc, il y a toute une phase en fait, d'analyse, de validation, de compréhension de ces indicateurs qui peut être largement optimisée via l'utilisation de visualisation, mais également d'algorithmes qui viennent donner des éléments d'explication. Donc, gagner en temps d'analyse, approfondir ces phases d'analyse, accélérer les phases de production de reporting sont des objectifs sur lesquels beaucoup de compagnies évidemment travaillent actuellement et sur lesquels vraiment la boîte, on va dire, la boîte à outils analytique peut être leveragée. L'ensemble de ces projets au sein des compagnies fait l'objet de projets menés en interne avec le développement de solutions purement internes ou de solutions fournies par des startups du marché. Il y a un certain nombre d'exemples. On n'a pas parlé, mais par exemple, sur la fraude, on a un Shift Technologies qui travaille avec pas mal de compagnies du marché, ou une compagnie qui travaille sur la simplification de la souscription ou la relation client, comme Zelrose. Donc, beaucoup de partenariats aussi et de choses qui se font avec des startups du marché qui ont développé des solutions innovantes. Je vais laisser la parole à Rémi qui va à présent vous présenter différentes techniques, outils, approches existantes et innovantes qui permettent de répondre à ces enjeux dans la boîte à outils analytiques. Ouais, merci Fanny. Bon, j'espère que tout le monde m'entend. Désolé, j'ai changé de slide, je t'ai coupé la parole en changeant de slide. Comme vous l'avez compris, on a finalement beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Déjà, je m'excuse par avance, mais il y aura beaucoup d'anglicisme. Je ne suis pas forcément très fan de ça, mais voilà, des fois, c'est un peu compliqué d'éviter ceci. Et je vais passer très vite finalement sur qu'est-ce que l'analytics. Je vais parler un peu par mots-clés, machine learning, data science, même intelligence artificielle. On peut mettre un peu tout ça au chausse-pied dans ces notions analytics et en fait, on peut même considérer qu'à partir du moment où vous avez la volonté de faire votre analyse, votre travail au sens large correctement en utilisant des algos, des méthodes, des visualisations qui sont à jour, globalement, on peut peut-être même plus ou moins considérer que vous êtes en train de faire de l'analytics. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la plupart des data labs aujourd'hui au sein des compagnies d'assurance sont largement ancrés au sein des départements métiers. S'il y avait vraiment un âge d'or, je pense, il y a quelques années sur ces data labs un peu isolés, aujourd'hui, ce qui fonctionne le plus, c'est vraiment quand c'est en relation métier. Donc, voilà, on est un peu tous à la même enseigne là-dessus. Et donc, regardons un petit peu plus le contenu de cette boîte Analytics. Ce qui vient d'emblée quand on parle d'analytics, c'est bien évidemment la notion de modèle. Alors, il y a un peu cette opposition statistique, machine learning. Globalement, les deux cherchent à faire la même chose, extraire l'information, la faire parler et la valoriser derrière. Au niveau des statistiques, il y a vraiment la notion de modèle. Si on se fixe sur l'exemple de l'actuaire tarification qui doit essayer de prédire la sinistralité auto, bien souvent, on est sur des modèles linéaires généralisés, donc les fameux GLM en anglais. Et derrière, en fait, il y a bien une notion de distribution, de résidus. Il y a tout un tas de batteries de tests qu'il convient de vérifier. Et donc ça, c'est un cadre qui est à la fois compliqué parce que il y a ces hypothèses qu'il faut faire a priori et ce n'est pas forcément simple. D'un autre côté, en sortie, on a tout un contexte mathématique et des possibilités d'interprétation. Côté machine learning, en revanche, c'est beaucoup plus libre. Donc, c'est particulièrement adapté lorsque, on va dire, on se lance dans la bataille et qu'on ne sait pas nécessairement ce qu'on a envie de modéliser. Et dans ces éléments du machine learning, il y a différents modèles ici que vous pouvez retrouver. Alors, la classification, elle est ce qu'elle est. C'est plus une vue de l'esprit. Elle est tout à fait discutable. Mais pour un échange aujourd'hui, on pense que c'est suffisant. Donc, on va retrouver le machine learning non supervisé où
En fait, vous allez avoir tout simplement des individus, des contrats que vous allez chercher à regrouper. Ils sont indifférenciables au sens d'une variable Y, par exemple de sinistralité ou autre, donc ils sont difficiles à classer. Par contre, on va chercher quand même à en faire des paquets, à en faire des clusters. Donc là, ici, on est dans le cadre du non supervisé, dont en général la méthode K-means fait un peu figure de proue là-dessus. Les méthodes supervisées, c'est un peu plus ce à quoi on s'attend lorsqu'on dit qu'on cherche à faire des modèles, puisque ici, on va avoir une variable cible qu'on va appeler classiquement Y, en fonction donc, de caractéristiques d'individus, de contrats et autres X. Et ici, donc, les modèles classiques sont les méthodes par arbre, par exemple, comme gradient boosting, qui sont extrêmement connus. Et puis, il y a des branches qui se développent un petit peu en parallèle de ça, même un petit peu beaucoup d'ailleurs, comme le NLP. Alors, je vais partir du principe que vous avez assisté à la conférence de Florian et d'Aurélien préalablement, donc je ne vais pas faire l'affront de répéter ce que c'est le NLP. Mais donc, Natural Language Processing, tout ce qui touche au traitement de texte, que ce soit l'interprétation de documents PDF, par exemple, extraire des conditions générales de vente un élément particulier, la classification d'emails, également. Est-ce qu'un email est important, urgent? Est-ce qu'il faut y répondre automatiquement aussi? Voilà. Donc, le NLP, ça couvre tout un tas d'exemples, dont les deux que je viens de donner. Et puis, la reconnaissance d'image, qui est peut-être un petit peu délaissée encore aujourd'hui, parce qu'il y a peut-être un petit peu moins de cas d'usage. C'est compliqué aussi, la reconnaissance d'image, au-delà de l'OCR, hein, pour le coup. Donc, OCR, c'est l'extraction de texte qui a été tapuscrit ou manuscrit, mais qui est sous forme d'image. Mais il y a quand même des cas d'études, on aura l'occasion d'en reparler à la toute fin lorsqu'on parlera de l'open data, qui peuvent se dessiner, comme par exemple l'analyse de vue satellite ou d'images type Street View, où il y a des choses particulièrement intéressantes à faire. Donc voilà, dans cette boîte, il y a la notion de modèle, bien évidemment. Et puis, il y a des notions aussi sur la data vise. Alors, la data vise, c'est quelque chose qui est parfois un petit peu boudé, à tort ou à raison. On va essayer de montrer plutôt à tort lorsque c'est le cas, puisque en fait, ça couvre tout un tas d'avancées et de possibilités d'exploration de données qui sont pertinentes. En l'occurrence, lorsqu'on fait de la modélisation, bien souvent, on a en tête des départements type actuaire, tarification, inventaire, provisionnement, mais pas forcément, par exemple, des équipes marketing ou contrôle de gestion. Alors, marketing, je mets une petite nuance quand même parce qu'il y a la notion de valeur client qu'on peut chercher à modéliser, mais typiquement, ce n'est pas forcément dans des départements type contrôle de gestion, on s'attend nécessairement à avoir des modèles très complexes. Et pourtant, l'analytics a tout à fait sa place dans ces départements-là, notamment via la data vise. Si aujourd'hui, vous vous retrouvez à agréger dans Excel via des TCD et autres tout un tas de grandeurs et que vous aviez l'habitude de regarder votre chiffre d'affaires, votre nombre de contrats, mais qu'en fait, vous n'aviez aucun outil pour aller zoomer et vous rendre compte que dans vos contrats, vous en aviez plein qui étaient à zéro, plein qui étaient mal mappés, qui n'étaient pas dans les bons segments et autres, la data vise peut vous permettre en fait, d'adresser ces questions-là. Donc, il y a les questions de QDD, de qualité de données, et puis il y a aussi les questions de transfert de l'information à la hiérarchie qui bien souvent n'a pas nécessairement le temps à accorder à ces questions-là. Donc, on est sur des comités de pilotage, on n'a pas énormément de créneaux disponibles, et la data vise, c'est extrêmement important. Donc, il y a des logiciels un peu à licence, je pense à Tableau, à Qlik, il y en a sûrement d'autres, Power BI par exemple, j'essaie d'en citer 3. Et puis sur l'open source, bien évidemment, il y a tout ce qui touche à R avec le package ggplot2, et puis en Python, je pense à Seaborn, Matplotlib. Sur des librairies JavaScript, il y a également iChart, Floty qui sont particulièrement pertinents. D'ailleurs, l'avantage des librairies JavaScript, alors pour ceux qui maîtrisent peut-être un peu moins, c'est que ça va vous permettre d'ouvrir vos visualisations dans des pages HTML, dans des documents web, qui vont vous permettre en fait de zoomer, de cliquer, d'explorer, là où sur des représentations statiques qui parfois suffisent, on ne va pas pouvoir le faire. Donc la data vise, extrêmement important, parfois boudé, mais un point clé véritablement dans cette boîte à outils. Et puis dernier élément, alors data management, automatisation de process, c'est un slide un petit peu concept art, on a voulu tenter quelque chose. Alors je ne sais pas si ça va vous parler quand vous tombez dessus. L'idée, c'est de faire un petit peu réagir. Alors, je vous fais réagir, mais sans ouvrir les micros, donc c'est peut-être un peu frustrant. Mais finalement, ici, sur la partie de gauche, qu'est-ce qu'on a? On a le fichier Excel classique. C'est-à-dire que vous allez avoir dans les parties grises le segment et puis un sous-segment, donc segment 1, sous-segment 2, etc. En orange, vous allez avoir du chiffre d'affaires et puis des nombres de contrats. Et puis en turquoise, vous allez avoir le N et le N-1. Et puis, vous allez remplir les cases vertes avec les différents nombres. Donc ça, c'est un tableau qui est particulièrement efficace pour communiquer. Par contre, on l'a tous vécu lorsque vous allez le recevoir derrière
et vous allez devoir le mettre à jour. C'est extrêmement compliqué de mettre ça à jour dans Excel. Alors, pourquoi je prends l'exemple d'Excel? Parce qu'en fait, dans tous les départements, on se rend compte qu'il y a toujours à la fin un petit peu de Excel qui traîne. C'est pour ça que je pense que l'exemple est un petit peu parlant et un peu symptomatique ici. Et en fait, si on change un petit peu notre façon de réfléchir et qu'on a cette vision un petit peu analytics et qu'on a beaucoup travaillé avec R, avec Python et qu'on a cette interprétation de base à plat notamment, on va plutôt avoir tendance aujourd'hui à présenter les données d'une autre façon. Alors certes, au niveau de la restitution, c'est un petit peu compliqué de rentrer dedans. Donc, on va peut-être encore avoir besoin du graphique du gauche ou de faire de la pure data vis pour communiquer les résultats. En revanche, pour la manipulation des fichiers, c'est beaucoup plus efficient. Et on peut même d'ailleurs se retrouver à typiquement faire des calculs qui pourraient paraître complexes. Je pense par exemple à des calculs type IFRS 17, continuer à les faire dans Excel. Alors peut-être pas de bout en bout parce que ça reste quand même un process lourd. Mais en tout cas, il existe plein de maquettes qu'on peut faire typiquement sur IFRS 17 où on peut avoir cette logique-là et ça simplifie énormément les formules. Donc, cette gymnastique du cerveau, je dirais, de l'analytics, qu'ici on a illustré avec un exemple Excel, ça peut nous permettre d'aller automatiser des tâches récurrentes dans votre quotidien, et ce, dans tous les départements, et pas simplement dans les départements où on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait de la modélisation. Donc ça, je pense que c'est un point important. À noter d'ailleurs que si on reste sur l'exemple Excel, il y a bien évidemment, je me dois de parler de Millman Mind qui existe. Il y a également au sein d'Excel des possibilités. Je pense à Power Query qui est un peu sous-estimé mais qui est extrêmement puissant, qui est d'ailleurs le même langage que Power BI derrière, qui va vous permettre aussi d'incorporer, y compris même dans Excel, des éléments de code. Donc ça, voilà, dans cette boîte à outils analytiques, c'est vraiment un point qui est important de garder à l'esprit. Globalement, je passe un peu vite sur ce slide. C'est juste un point pour rappeler que lorsqu'on fait des projets analytics comme ce qu'on vient de parler, il est de bon ton de se rappeler que derrière, il va falloir industrialiser tout ça. Si on reste sur Excel, tout le monde à peu près dispose d'Excel sur son poste. Ce n'est pas forcément le cas de R et Python. Et donc, lorsque vous avez des actuaires / data scientists qui vont être amenés en fait, à développer des choses en R et Python, il ne faut pas oublier que derrière, le moteur de calcul, il est sur leur poste, bien souvent, lorsque ça démarre. Sauf que quand il va s'agir de transférer cette information-là, on ne peut pas attendre de notre manager que lui ait R et Python installé. Donc, il faut réfléchir en fait à ce passage à l'échelle, à cette industrialisation et comment on communique. Donc, il y a un peu trois façons, il y en a peut-être d'autres. Il y a la notion d'un rapport un peu standalone où on va pouvoir en fait tout simplement communiquer des rapports type rapport HTML où on va d'ailleurs pouvoir même embarquer nos possibilités de data vis dedans. Et on va rester sur ce schéma un peu classique de j'ai fait quelque chose, je le partage par mail. Il y a la notion d'API aussi, où ici, c'est vraiment quelque chose d'assez, je dirais, quick and dirty, un peu moche et efficace. C'est quelque chose où on ne va pas du tout s'attarder sur à quoi ça ressemble. Par contre, ça va être quelque chose de particulièrement efficace pour faire tourner des modèles. Donc, vous allez avoir un modèle qui tourne dans une équipe type data science, qui a calibré quelque chose du marketing qui va vous donner la valeur d'un client. Et puis, vous allez avoir des gens à la souscription, par exemple, qui vont renseigner des références. Et via API, vous allez pouvoir faire une requête sur les postes où sont stockés les algorithmes pour récupérer en sortie le résultat. Et puis, de plus en plus, on se rend compte qu'il y a la notion d'application web aussi qui fait son entrée, notamment parce qu'avec des frameworks comme AirShiny avec R, Python Dash ou même Flask, FastAPI et autres, on se rend compte que même sans forcément rentrer dans le côté HTML, CSS, JavaScript et donc le côté un peu développement web pur, on peut, y compris au niveau des data scientists et actuaires, être en mesure de développer ces applications web. Et donc ça, c'est extrêmement puissant, puisque l'avantage d'une appli web, c'est, alors désolé les termes techniques, mais c'est que vous allez avoir un back-end, et donc ça va vous permettre de ne pas stocker la donnée complètement dans ce que vous allez partager, mais de la garder chez vous et de proposer des requêtes. Et donc vous allez pouvoir en direct live, si je puis dire, proposer aux gens de filtrer, d'isoler et de sélectionner. Et donc ça, c'est extrêmement puissant. Et enfin, dernier élément pour moi aujourd'hui sur cette boîte à outils analytiques, c'est qu'on se rend compte qu'il y a vraiment la notion d'open qui est sous-jacente à ces notions-là. Et donc, on peut un peu parler d'open actuariat. Donc, on a présenté un peu 4 blocs ici. Alors, la notion d'open source, elle est évidente. On a parlé de R, on a parlé de Python. C'est véritablement les deux langages qui ressortent le plus. Il y en a d'autres qui ressortent aussi. Je pense notamment à Dataiku. La plupart du temps, les gens qui ont mis en place des data lakes se retrouvent parfois à utiliser Dataiku. Donc, voilà, R et Python, ce n'est pas forcément les seuls. Mais en tout cas, dans le domaine de l'open source, c'est vraiment ce qui ressort aujourd'hui. Et donc, de plus en plus de compagnies essayent de se tourner vers ce côté data-driven, avec un pilotage de leur activité par les indicateurs, par les KPI. La notion d'open mind aussi,
Alors, vous l'avez compris, c'est plus des jeux de mots qu'autre chose. Après, chacun peut y mettre ce qu'il veut derrière. Mais en tout cas, ce qui est important de rappeler, c'est que, et on le voit bien aujourd'hui, vous êtes connecté. Ce n'est pas forcément le cas si l'événement avait été en physique. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y avait des événements physiques qui existaient. La communauté actuarielle, elle a toujours été active sur ces sujets-là. Par contre, un des rares avantages de la crise du Covid, c'est qu'il y a ces webinaires qui se sont un peu démocratisés. Et très clairement, les gens ont beaucoup plus de facilité, voire peut-être même l'envie d'y assister. Et donc, il y a des formations sur la data, je pense à la formation DSA par exemple, et il y a cette culture de l'actualité qui est renforcée. Il y a également des compétitions Kaggle ou type Kaggle qui sont mises en place. Et dernièrement, il y a notamment le pricing game qui avait été mis en place avec à la fois des modèles en tarif auto, mais aussi un modèle de provisionnement en worker comp. Voilà, donc il y a cette philosophie-là. Il y a aussi la notion d'open model, donc ouvrir un peu le capot et dire, OK, on a fait un modèle qui a l'air un petit peu compliqué, mais en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'universitaires qui vont nous prendre par la main, nous accompagner pour essayer d'ouvrir le capot et de démystifier un peu tout ça. Donc, les notions de XAI, cette intelligence artificielle explicable, elle est de plus en plus, elle prend de plus en plus d'ampleur avec des mots-clés comme Lime et Chap. Alors, certes, ce ne sont pas des méthodes qui sont parfaites, mais le constat qui est fait, c'est que les gens s'approprient ce sujet-là. En lien, il y a les sujets d'éthique, bien évidemment, qui sont liés. Et il y a plein de travaux en cours. Je pense aussi aux travaux de la CPR sur la gouvernance des algorithmes qui avaient été initiés l'été dernier et qui continuent encore aujourd'hui. Et puis enfin, dernier point, la notion d'open data. Il y a de plus en plus d'informations publiques qui sont disponibles sur Internet et qui vont nous permettre d'enrichir en fait notre compréhension des risques et peut-être aussi d'enrichir le service qu'on peut proposer aux assurés. Sans les citer toutes, je pense au site DataGouv, aux données de l'INSEE, il y a tout un tas de données en fait, qui sont disponibles aujourd'hui, que ce soit des données météorologiques, des données type géorisque sur les sécheresses, les inondations, et puis des données peut-être un peu plus atypiques, comme par exemple des historiques de vente, d'achat d'appartements, une accidentologie en assurance auto et autres. Et donc, il y a tout ça qui est disponible aujourd'hui. Donc, soit directement, soit où on peut aller chercher via des requêtes. Je pense notamment aux API Google, où on peut extraire, on en parlait en introduction, des vues satellites et des vues Street View. Tout ça pour essayer donc d'enrichir un peu soit notre connaissance du risque et les modèles tarifaires, soit l'expérience client, la souscription et faciliter tout ça. Donc, à ce sujet-là, d'ailleurs, nous, on aura un papier qui sortira courant juillet sur cette thématique-là. Donc, voilà un peu pour cette thématique de boîte à outils Analytics. Donc, bon, j'ai parlé un peu vite, c'était dense, il y avait beaucoup de choses à dire. Et maintenant, je vais laisser la parole à Elliot qui va nous parler justement d'un risque qui est émergent, qui est ce risque cyber. Et donc, Elliot, je te laisse la parole. Bonjour, merci Rémi. Oui, du coup, comme le disait Rémi, voilà, pendant ces 10 dernières minutes, on va se concentrer sur le risque cyber. Donc, pour commencer ici, une slide introductive, alors qui est un peu plus générale que le risque cyber, qui va concerner ici les risques d'accumulation. Donc, les risques d'accumulation, c'était une notion ici qui a été soulignée par le CRO Forum en 2015 et dont on vous a remis la définition, qui concerne ici des concentrations de risques qui sont de plus en plus présentes en fait aujourd'hui du fait de la mondialisation. Donc, du fait de la mondialisation, il y a de plus en plus d'interconnexions, d'interdépendances. Et parmi ces nouveaux risques qui apparaissent, le risque cyber. Donc, le risque cyber, pourquoi il rentre dans cette catégorie? Parce que voilà, en cas d'événement ou d'attaque cyber, comme on a pu le voir par exemple avec l'attaque WannaCry en 2017, et c'est une parmi plusieurs événements cyber, ça touche à la fois plusieurs régions du monde, ça touche plusieurs polices et ça peut avoir des impacts sur plusieurs années. Donc, parmi ces autres risques d'accumulation, celui d'actualité ici, il y a le risque pandémique aussi qui rentre dans cette catégorie-là. Donc, le risque cyber, comme on peut voir dans la slide qui suit, c'est un risque aujourd'hui qui est considéré depuis quelques années. Donc, ça, c'est un classement qui provient de la Fédération française des assurances à horizon 5 ans. Donc, c'est vraiment le risque cyber est le risque numéro 1. Du fait de la pandémie, cette année, il y a eu plus de télétravail, ce qui a engendré ici une digitalisation encore plus grandissante et donc plus de cyberattaques. Donc, on est vraiment ici dans un contexte où le risque cyber est vraiment identifié comme un des top risques sur les années à venir
Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enjeux en fait par rapport à ces risques-là. En termes d'enjeux, donc du coup, c'est ce qu'on présente juste après, voilà, dans la slide qui arrive. Donc on a classifié les enjeux en 4 segments. Donc le premier ici, on peut parler voilà, d'offres assurantielles. Donc en Europe et en France, voilà, l'offre assurantielle se développe voilà, depuis les années 2010-2015. Donc aux US, un peu plus mature, on va dire, depuis les années 2000. Donc aujourd'hui, voilà, il y a quand même, la plupart des acteurs proposent ici une offre en tant que risque cyber, mais pour vous donner aussi une estimation en fait du potentiel de croissance de la cyberassurance, il y a une étude qui avait été faite fin 2020 par Standard & Poor's qui estimait le coût de la cybercriminalité à 700 milliards de dollars et dont seulement 5 milliards de dommages assurés. Donc il y a vraiment un ratio ici de croissance qui est très élevé et donc du coup c'est une offre qui va continuer à grandir. En termes de travaux sur le marché, donc il y a des travaux qui sont faits sur la connaissance de l'exposition. Alors pourquoi ici on parle de connaissance de l'exposition? Parce que le risque cyber, donc il y a ce qu'on appelle le risque affirmatif, donc le risque qui va être couvert par vos polices cyber, mais aussi ce qu'on appelle le silent cover ou en français les couvertures silencieuses, donc qui va correspondre au risque. Donc, par exemple, au risque de perte d'exploitation suite à un événement cyber, mais qui n'est pas inclus directement dans une police d'assurance cyber, qui va être par exemple inclus implicitement dans une police dommage classique. Et de ce côté-là, il y a beaucoup de travaux qui sont faits et les résultats qui en ressortent, de manière générale, voilà, c'est qu'au final, l'exposition est bien plus importante souvent que celle du risque voilà, affirmatif, donc des polices d'assurance cyber. On peut noter aussi qu'en termes de travaux, il y a des travaux qui sont faits sur la tarification sur le marché. Donc, avant, là où les travaux de tarification étaient beaucoup faits sur la base de questionnaires, il y a des travaux aujourd'hui plus affinés qui sont faits voilà, en prenant en compte sur le risque cyber d'une entreprise, son type d'activité, son architecture réseau et tout un ensemble voilà, de spécificités de l'entreprise. Donc, nous, côté Milliman, un outil a été développé, un outil qui s'appelle Chrysalis, qui permet, voilà, via des réseaux bayésiens, de modéliser ce risque-là. Mais il y a vraiment un travail qui est fait sur la tarification et côté modèle interne par rapport aux travaux qui sont effectués. Donc, côté risque affirmatif, donc il y a les modèles internes généralement incluent en fait ce risque cyber. Et aujourd'hui, il y a des travaux qui sont faits voilà, pour pouvoir prendre en compte l'exposition sur les couvertures silencieuses. Par rapport à la modélisation complexe, donc je vais passer très vite parce qu'on va en rediscuter juste après, mais un des plus gros challenges ici qu'on peut avoir, c'est le fait qu'il y a peu de données historiques, donc, ce qui complexifie voilà, la modélisation et on verra voilà, dans 2 slides comment est-ce qu'on peut surmonter ce problème-là. Et le 4e point ici, c'est qu'aujourd'hui, voilà, il y a une attention particulière des superviseurs. Donc, au niveau français, la CEPR prête une forte attention sur les modèles cyber et notamment voilà, va venir challenger le fait que les approches scénarios sont très utilisées et la CPR souhaiterait voilà, qu'il y ait d'autres approches aussi qui soient implémentées ou en tout cas pour challenger l'existant. Niveau l'IOPA voilà, a annoncé récemment qu'il allait voilà, se concentrer beaucoup plus sur le risque cyber et factuellement, par exemple, depuis 2018, a inclus dans ses campagnes de stress test le risque cyber pour pouvoir ici voilà, s'assurer que ce risque-là est bien maîtrisé par les assureurs au vu des enjeux comme on a vu dans les slides précédentes. Si on passe à la slide suivante, ici, voilà, donc on a montré les enjeux du risque cyber. Ici, on donne 4 grandes catégories de recherches scientifiques qui sont faites. Donc ici, c'est pour souligner qu'en même temps que le risque croît et que l'offre assurantielle se développe, il y a aussi beaucoup de papiers de recherche qui sont effectués. Donc, on a distingué 4 grandes familles. Et ici, voilà, on n'a pas vocation à être exhaustif. Voilà, ce sont certains papiers de référence. Toute la partie contagion. Donc, la contagion, il faut savoir que le risque cyber, et c'est aussi pour ça qu'on peut le considérer comme un risque d'accumulation, c'est qu'il y a un fort potentiel de contagion dans ces risques-là. Donc, comment est-ce qu'on modélise la contagion? Donc, il y a des modèles mathématiques qui sont particulièrement adaptés. On peut citer notamment les modèles de Hawkes et les modèles épidémiologiques qui permettent ici de modéliser cette contagion. En termes de fréquence, ici, toujours les modèles de Hawkes
qui peuvent être utilisés. Encore une fois, les modèles de Hawke sont particulièrement bien adaptés parce qu'en fait, ils vont pouvoir permettre de modéliser cet effet boule de neige, cet effet contagion, en prenant l'autocorrélation en termes de sinistres. Donc, très intéressant de ce côté-là. Des travaux qui ont été effectués sur la modélisation du coût et du capital. Et enfin, voilà, aussi depuis il y a quelques années, voilà, sur l'assurabilité du risque. Est-ce qu'au final, le risque cyber est assurable? En complément ici de toute cette recherche scientifique, on peut souligner qu'il y a aussi beaucoup de formations qui sont organisées par l'Institut du Risk Management, par l'Institut des actuaires, par l'AMRAE, donc des webinars comme le soulevait Rémi. Voilà, c'est quelque chose qui aujourd'hui est beaucoup plus en vogue. Et il y a aussi voilà, plein d'autres supports, par exemple l'AMRAE et l'ANSSI qui ont travaillé voilà, à établir des politiques de définition du risque numérique, ou encore voilà, Bercy qui a mis à disposition des outils pour permettre aux entreprises d'évaluer leurs propres risques. Donc, tout ça pour dire voilà, qu'on évolue vraiment dans un cadre où le risque grandit, mais d'un autre côté, voilà, il y a tout un support ici, que ce soit de recherche académique, de formation pour démonter en compétences sur le risque, qui sont présents. Si on passe voilà, à la slide suivante, ici, c'est pour faire un petit zoom sur la modélisation du risque cyber, pour revenir. Donc, on a distingué voilà, quatre grands blocs sur la modélisation du risque cyber. Le premier qu'on appelle ici identification des dynamiques cause-effet, c'est particulièrement adapté voilà, pour les catastrophes naturelles, mais qu'on emploie ici aussi ici, c'est bien identifier au final qu'est-ce qui va causer mon risque cyber et quelles en sont mes conséquences. Donc les causes, ça peut être voilà, des défaillances techniques, des erreurs humaines, des événements naturels, des cyberattaques. Qu'est-ce qui cause mon événement cyber-risque et les conséquences, donc les conséquences en termes de pertes. Est-ce que mes pertes sont couvertes ou sont non couvertes? Les conséquences ici après en termes de réputation pour l'entreprise, des conséquences qu'il peut y avoir ici sur la défaillance de paiement des assurés, voilà, si les cyberattaques sont létales. Donc bien comprendre ici toute la logique en fait de cause-effet. En termes de données, donc c'est un des plus gros challenges qui est identifié sur le risque cyber. Voilà, il y a peu de données d'historique du fait que déjà ce risque est relativement nouveau. Donc pour pouvoir en fait ici surmonter ce challenge, et comme le soulignait en fait Fanny en début de présentation, il faut aller chercher au-delà aussi des données propres à l'entreprise, mais aller chercher des données exogènes, voilà, que ce soit des données de benchmarking, des données d'expert judgment, des données ici qu'on trouverait voilà, via des techniques de web scrapping pour récupérer des informations sur le net. Donc bien considérer ici toutes les données qu'on peut avoir à disposition pour pouvoir établir sa base de données. En termes d'approche, donc il y a les approches par scénario qui sont très généralement utilisées pour le risque cyber, du fait du manque de données, mais aussi les approches statistiques. Donc on peut faire des approches fréquence-coût. Et si on fait un petit zoom sur la fréquence, voilà, il y a deux types de modèles qui sont particulièrement adaptés. Donc ce qu'on appelle les modèles de Hawkes. Et je vous invite voilà, à voir ici la littérature qui était citée précédemment pour voir voilà, ici tous les détails de ces techniques-là, ou les modèles épidémiologiques, donc, qui ont notamment été utilisés ici pour la prédiction du nombre voilà, d'infectés, de décédés et de susceptibles d'infecter dans le cadre de la COVID-19, qu'on peut aussi voilà, utiliser pour la propagation et la modélisation des risques cyber. Le dernier volet, voilà, j'y passerai très vite, c'est tout le challenge de la validation. Donc ici, voilà, qui consiste à… donc le backtesting peut être des fois compliqué du fait de manque de données historiques, mais il y a l'interprétabilité et la plausibilité des scénarios qui peuvent être utilisés, les sensibilités, ou encore voilà, tout le côté benchmarking, regarder voilà, par rapport au marché si les résultats obtenus sont cohérents ou non. Pour finir ici, en termes de dernière slide, voilà, ici, donc on a identifié plusieurs volets sur lesquels voilà, on peut travailler et on pense où les travaux sont nécessaires. Donc, connaissance de l'exposition, comme on le disait précédemment, c'est qu'il y a un besoin en fait, de bien connaître toute son exposition totale. Et généralement, c'est un risque plus… excusez-moi, c'est une problématique globale au risque d'accumulation. C'est au final, voilà, il y a une concentration de risque, mais quel est mon niveau d'exposition? La deuxième partie, c'est toute la partie modélisation. Donc, c'est savoir utiliser, en fonction des données qu'on a, savoir adapter les différents modèles. Donc, les modèles par scénario et les approches statistiques, sachant que les deux peuvent se combiner. Donc, les approches statistiques, par exemple, peuvent être calibrées à partir de scénarios et les scénarios peuvent être, par exemple, en termes de probabilité d'occurrence
définie à l'aide d'approches statistiques. Donc, vraiment utiliser toute la boîte à outils qu'on peut avoir. Et pour juste faire un pas en arrière sur la connaissance de l'exposition, et pour rebondir sur ce que disait Rémi, voilà, maintenant, toutes les techniques aussi de machine learning, et pour citer le Natural Language Processing, peuvent aider ici aussi à l'automatisation de la lecture des contrats pour comprendre après, à l'aide de juristes, quelle est notre exposition et si au final, pour toutes les couvertures silencieuses, l'assureur sera amené ou non à payer. Et le dernier volet, c'est la donnée planification, c'est qu'une fois qu'on a identifié ce risque, une fois qu'on l'a quantifié, comment mieux le maîtriser. Donc voilà, il y a plusieurs volets sur lesquels il peut y avoir des interventions et on propose d'intervenir. Donc ça peut être des designs d'options dans la création du produit, des achats de couverture de réassurance, introduire des mesures d'exclusion dans ce risque. Et donc voilà, il y a tout un ensemble ici de possibilités qu'il peut y avoir pour pouvoir mieux en fait contrôler et maîtriser ce risque. Donc voilà, j'ai peut-être été un peu vite, mais c'était pour laisser un peu de temps aux questions. Et aussi globalement, voilà, le risque cyber, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un risque qui est vraiment en croissance, qui est complexe à modéliser, voilà, du fait qu'il peut y avoir un manque de données, mais il y a tout un support en termes en termes de recherche scientifique, en termes de formation qui peuvent exister, et toutes les techniques aussi de machine learning peuvent désormais aussi aider à la modélisation de ces risques. Donc, si je ne me trompe pas, je pense qu'il reste 5 minutes. Fanny, je te redonne la main. Oui, merci Elliot. En fait, il reste 4 minutes exactement. Du coup, voilà, si vous avez des questions que vous souhaitez nous poser sur le chat, nous serons ravis d'y répondre. Je n'en vois pas pour l'instant, donc peut-être laisser quelques minutes si vous avez des questions. Ok, si pas de questions, écoutez, nous, on a été ravis de partager, on va dire, voilà, quelques innovations, quelques thématiques de modélisation, de data analytique et autour du risque cyber, qui sont des sujets sur lesquels on travaille actuellement et sur lesquels on serait ravis de pouvoir échanger avec vous. Voilà, beaucoup de messages, beaucoup de choses qu'on souhaitait partager aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à nous contacter sur les différentes thématiques qu'on a pu vous présenter aujourd'hui et sur lesquelles nous travaillons. Merci à tous et bonne fin d'après-midi. Merci. Merci tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.